Et on en parle avec Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous Laurence. Bonjour Johan Gillet, journaliste politique. Bonjour Johan. Bonjour Laurence, bonjour Arnaud Benedetti, bonjour aux auditeurs. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous allez boycotter les vœux ou pas ce soir du président Macron, comme la majorité de nos auditeurs. Mais après une année 2023 difficile, marquée par la réforme des retraites, la loi immigration, les émeutes urbaines de l'été, le président Macron promet un nouveau cap pour 2024. Nouveau cap, c'est pas totalement la première fois, Arnaud Benedetti, non ? Non, ce n'est pas la première fois, mais c'est clair que compte tenu de l'année qui a été celle que l'on a connue en 2023, se pose la question de la relance après seulement 18 mois de sa réélection de ce quinquennat. Donc la difficulté pour Emmanuel Macron, elle est multiple, elle est à la fois sociale, elle est bien évidemment aussi économique, mais elle est surtout politique et parlementaire. On a vu quelles avaient été les difficultés de son exécutif, de son gouvernement à être obligé de caboter dans une Assemblée nationale où il ne dispose pas de majorité. Et toute la question est de savoir comment maintenant, alors qu'on est quand même à plus de 3 ans et demi de l'échéance de son mandat, il peut redonner de la stabilité à son exécutif en essayant peut-être d'élargir sa majorité. Je crois que la vraie question pour lui, c'est de savoir comment il fait sur un plan parlementaire pour éviter finalement les embardées qu'il a dû connaître durant toute l'année 2023. L'équation est très complexe, elle est particulièrement difficile. Est-ce que tout cela est durable ainsi de la sorte, sans un renouvellement finalement de sa base parlementaire jusqu'à 2027? C'est une vraie question. C'est une vraie question qui se pose à lui. C'est une vraie question aussi qui se pose à sa première ministre. La vraie question aussi, c'est de savoir s'il peut continuer avec cette première ministre. Des rumeurs de remaniement insistantes depuis quelques jours ne cessent d'être véhiculées. Nous verrons bien. Ouais, alors avant de parler du remaniement, Johan Gillet, nouveau cap, continuité, en tout cas, a priori, ce qui fuite, c'est forcément des vœux sous le signe de l'unité nationale. Ah bah c'est pas gagné. Ouais. Alors déjà, si on considère qu'il n'a pas déjà fait ses vœux, parce que il a dû faire une émission dans la précipitation il y a une dizaine de jours sur France 5, où il a brassé à peu près tous les sujets. Évidemment la loi immigration, mais aussi le climat, le pouvoir d'achat, la fin de vie, Gérard Depardieu. Propos très polémiques, du chef de l'État. Le président de la République qui va jusqu'à se mêler de cette affaire-là. Enfin, c'est toujours le fameux problème. On radote, mais de l'improvisation permanente d'Emmanuel Macron qui intervient parce qu'il ne prévoit pas les choses. Il n'avait pas prévu le chaos de la loi immigration parce qu'elle s'était faite quand même retoquer une première fois. Gérald Darmanin a essuyé un sérieux revers. Ces vœux, on va les entendre, si vous voulez, aussi à l'image de ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'on ne va pas les écouter de la même manière depuis qu'il y a eu cette loi d'immigration qui a connu ce parcours chaotique. D'abord un revers pour Gérald Darmanin, ensuite évidemment encore une astuce démocratique pour réussir à contourner le vote du Parlement avec la commission mixte paritaire, qui montre en plus de cela que ce n'est pas tout à fait la loi de départ et que c'est celle de la droite, voire de la droite dure, qui l'a emportée. Donc c'est plus tout à fait le président qui décide. Donc c'est un président considérablement affaibli qui va arriver là. En plus, maintenant, on lui reproche d'avoir fait un pacte avec le Rassemblement national. Donc, vous voyez bien que c'est plus tout à fait Emmanuel Macron qui va parler ce soir aux Français. C'est un président de la République qui, c'est plus vraiment Emmanuel Macron qui va parler ce soir parce que tout simplement aujourd'hui on dit que il est là pour essayer de garder une espèce de mainmise sur ce qui lui reste aujourd'hui de majorité très 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 relative au Parlement. Ça a devenu très très compliqué évidemment. Il y a les européennes qui arrivent, donc il faut qu'il donne des gages. Il ne peut pas donner l'impression de ne pas traiter les problèmes. Donc c'est un président qui est perdu, qui s'attire à U et à Dia. Alors il va à Dia. Il avait essayé déjà d'emboîter le pas à Nicolas Sarkozy avec un travailler plus et plus longtemps. Maintenant, on dit qu'il court après la droite extrême pour donner des gages à celles et ceux qui sont inquiets sur les questions de sécurité, qu'il a lié à l'immigration aussi d'une certaine manière, parce que les sujets sont traités en même temps. Il y a une vraie problématique de clarté du discours. Moi, je ne sais pas ce qu'il va nous dire ce soir de nouveau, mais il a déjà tout dit. Il a même fait une tribune dans le climat, sur le climat dans Le Monde. Dans Le Monde, oui. Que va-t-il dire ? Que va-t-il dire de nouveau? De nouveau. Vous attendez d'ailleurs à des annonces ou pas je ne sais pas moi, de nouvelles réformes ou pas Arnaud Benedetti, ce soir?
Non, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y aura pas d'annonce. Vous savez, de toute façon, les vœux, c'est un exercice rituel dont il ne faut pas véritablement attendre grand-chose. Je poserai la question à nombre de nos compatriotes, savoir s'ils se souviennent des vœux d'Emmanuel Macron fin 2022. Je ne suis pas sûr que il y en a eu 7 au total. Garde un grand souvenir des vœux d'Emmanuel Macron en 2022, pas plus que ceux de 2021. Et on pourrait d'ailleurs le dire d'autres présidents de la République. Donc c'est un exercice rituel dont il ne faut pas attendre grand-chose. C'est vrai que, bon, encore une fois, on a un président, et M. Gillet l'a dit très justement, qui est fortement entravé, c'est-à-dire un président qui est sans majorité, un président qui est dans un deuxième mandat, mais en début de deuxième mandat. C'est ce qu'il faut quand même toujours avoir en tête. On n'est pas à mi-mandat, on est tout au début de ce second mandat, et on ne voit pas aujourd'hui quels sont finalement les axes sur lesquels il peut s'appuyer pour redonner de l'élan à ce quinquennat et à ce mandat. Alors, il nous annonce un grand rendez-vous politique ou un grand rendez-vous avec la nation, pour reprendre sa formule, début janvier. Mais qu'est-ce que c'est que ce grand rendez-vous avec la nation? Est-ce que c'est un remake du Conseil national de la refondation, dont on a aujourd'hui totalement oublié qu'il avait été là aussi considéré par le président de la République comme sa grande initiative? Est-ce que c'est un remake des rencontres de Saint-Denis, auxquelles la plupart des forces aujourd'hui politiques ne participent pas, en tout cas pour certaines d'entre elles, je pense au LR. Le vrai sujet, si vous voulez, sous la Ve République, vous avez des possibilités à un moment donné de, j'allais dire, reprendre l'initiative. Ces possibilités, elles existent, elles sont dans la Constitution de la Ve République. Il en a deux, en fin de compte, quand on regarde de près quelles sont ces possibilités. Une première possibilité, mais il y a fort peu de chances qu'ils la mettent à exécution, c'est la dissolution. Je rappelle qu'un sondage récent montrait que plus de la moitié des Français étaient favorables à une dissolution. Lui, il n'a pas l'air d'en vouloir. Hein. Mais non, mais il ne fera pas une dissolution, en tout cas dans l'immédiat, pour deux raisons. D'abord parce que il n'est pas un président qui est en mesure constitutionnellement de pouvoir se représenter. Donc même l'hypothèse d'une cohabitation qui pourrait lui être utile d'une certaine manière pour pouvoir se représenter, donc cette hypothèse-là n'existe pas. Et puis la deuxième raison, c'est qu'il risque de se retrouver avec une assemblée qui serait encore plus ingouvernable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc ça, il y a deux facteurs très limitatifs. Et puis il y a un deuxième outil qui existe, mais qui n'est plus utilisé dans la vie politique française depuis 2005, parce que les élites dirigeantes sont totalement traumatisées par le référendum de 2005. C'est le référendum. Donc je ne vois pas non plus aujourd'hui le président de la République proposer aux Français un référendum. Donc, si vous voulez, il est assez asséché. Et c'est ce qui est très inquiétant, parce qu'on traverse une crise démocratique, ça a été rappelé cette année par plusieurs acteurs et observateurs, une crise démocratique profonde, et on se demande comment finalement un pays peut continuer pendant 3 ans et demi encore sur ce rythme-là. Il y a, si vous voulez, quelque part une vraie question qui se pose, et on ne voit pas le président de la République aujourd'hui, compte tenu de ce que l'on sait du président de la République, compte tenu de ce qu'on sait de son fonctionnement, compte tenu de ce que l'on sait de sa façon d'opérer, on ne le voit pas utiliser une arme forte qui serait une arme forte susceptible de dépasser cette crise. Du coup, pas de dissolution, pas de référendum. Alors, la question, forcément, du remaniement gouvernemental incontournable. Quand, avec qui, en janvier, après les JO, Elisabeth Borne, qui, Bruno Le Maire, Yohann Gillet, vous avez des idées, des pistes? Vous n'êtes pas dans la tête. Vous n'êtes pas dans la tête du président Macron. Hein. Mais non, mais le sait-il lui-même? J'en suis pas du tout convaincu. Quand même, non. Mais vraiment, j'en suis pas convaincu. Parce que il est en train de regarder les forces. Vous savez, il y a quelques jours encore, la France insoumise était profondément affaiblie par la terrible affaire du 7 octobre avec l'attaque terroriste du Hamas, où la France insoumise, par une position ambiguë, floue, beaucoup plus floue en tout cas que lorsqu'ils veulent signifier que c'est pas normal qu'on fasse une perquisition à la France insoumise, et c'était très clair. Bon, sur le Hamas, ils ont été plus ambigus que ça, beaucoup plus flou. Il avait une gauche qui s'était divisée, une NUPES qui s'était divisée, qui était en train de rejeter la France insoumise et qui devait donc chercher à se reconstruire. Et il incarnait, un temps, on va dire, le possible rassemblement sur les valeurs évidemment universalistes, humanistes, et la non-ambiguïté face à des actes que tout le monde pouvait qualifier de terribles, sauf
les Insoumis qui ont été un petit peu plus ambigus que ça. Mais pour revenir à la question du remaniement, Yohann. Mais j'y reviens, reviens, c'est très important. Et là, avec cette loi immigration, il refait une espèce d'unanimité contre lui à gauche, reforme finalement la NUPES, ce qui fait quoi? Ce qui fait que le gouvernement, il ne peut pas savoir maintenant comment est-ce qu'il va le remanier parce qu'il ne sait plus où se trouvent les forces politiques, lesquelles sont, liguées contre lui, lesquelles sont en position d'extrême défiance. Il n'arrive plus à lire le jeu politique, pas plus que nous d'ailleurs. Le président de la République aujourd'hui est dans une improvisation totale. Il observe, il attend de voir le prochain événement. Est-ce que, par exemple, sa loi, tout le parcours de la loi sur la fin de vie va être une manière, finalement, de traiter un sujet qui va toucher chaque Français? Et donc, est-ce qu'il va venir murmurer à l'oreille des Français sur une question délicate? Peut-être que c'est par là qu'il va s'en sortir. Mais honnêtement, je ne sais plus comment ce président va s'en sortir. C'est un jeune président fatigué que nous avons à la tête du pouvoir. Jeune président fatigué, ça, c'est du Yohann Gillet. Improvisation, vous partagez cet avis-là, Arnaud Benedetti? Le remaniement, il y pense, il y pense pas? Il y pense manifestement, mais je ne vois pas tellement l'intérêt pour lui de remanier avant les élections européennes. Les élections européennes ont au moins constitué, je veux dire, un point d'étape qui permet, si vous voulez, de faire un point sur les rapports de force politiques. Surtout si ces élections européennes constituaient un échec pour lui, ça serait le moyen d'essayer de se servir d'une certaine manière de cet échec, de cette faiblesse pour le transformer en force et évidemment renouveler avec un RN favori dans les sondages pour les européennes. Avec un RN qui à ce stade est assez favori dans les sondages, comme le montrent toutes les études d'opinion. Donc, si vous voulez, remanier en début d'année, certes c'est une hypothèse aujourd'hui qui est sur la table, mais je ne vois pas l'intérêt parce qu'il risque de se retrouver avec un gouvernement qui arrive déjà essoufflé au mois de juin, au moment des élections européennes, sans avoir de nouvelles cartouches finalement à utiliser pour relancer sa machine gouvernementale et son exécutif. Donc, certainement, peut-être va-t-il remanier parce que Emmanuel Macron ne fait parfois rien comme les autres, en l'occurrence, mais je ne suis pas sûr que ça soit une solution. Je ne suis pas sûr que ça soit en mesure, si vous voulez, de redonner du peps à son action et à son dispositif. Et si ça se faisait, on parle de Bruno Le Maire pour remplacer Elisabeth Borne? Vous savez, toutes les hypothèses sont possibles. Ce qui est sûr, c'est que c'est un remaniement qui se fera plutôt à droite, en l'occurrence, parce qu'il a compris que les réserves de voix parlementaires aujourd'hui pour pouvoir stabiliser son gouvernement à l'Assemblée étaient sur la droite. Mais est-ce que des personnalités de droite, alors je ne parle pas de M. Le Maire qui depuis longtemps a quitté les LR depuis 2017, mais est-ce que aller chercher à droite ce qu'il n'a pas aujourd'hui pour stabiliser sa majorité, est-ce que c'est suffisant? Et surtout, est-ce que la droite a intérêt aujourd'hui à finalement rentrer dans un gouvernement qui risquerait d'être très vite essoufflé? Pour terminer, Yohann Gillet, avec vous, nouveau cap, remaniement, forcément à droite? De toute façon, là, ça y est, on sait qu'il penche à droite. Vous savez, il y avait des petites, comme à chaque fois qu'un nouveau président est élu, il y a toujours des petits montages qui sont faits par les citoyens amusés. Il y en a un dont je me souviens où on entendait Emmanuel Macron dire « je suis socialiste », puis ensuite dire « la vérité m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste ». Bon, maintenant, on a compris qu'évidemment, ça penchait à droite sévèrement. Vous savez, juste pour terminer, pour conclure, j'entendais dans les informations que vous donniez à 8h30 le nom, en tout cas les profils des personnes qui allaient recevoir la Légion d'honneur. Il y a des gens notamment j'ai cru comprendre de l'éducation nationale qui allait en recevoir. Ça me rappelle une manifestation de la semaine dernière à Tours de gens de l'hôpital pour enfants Clocheville qui disaient on ne veut pas des médailles, on veut des collègues. Je crois que c'est ça qu'il va falloir qu'il annonce l'année prochaine. Les effectifs, combien et avec quels moyens? C'est à suivre. En tout cas, merci beaucoup Yohann Gillet d'avoir été avec nous. Merci Arnaud Benedetti d'avant ce beau réveillon à vous et à très vite sur Sud Radio. Allez, à suivre.